Voilà, on commence dans une petite minute, le temps de s'installer. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir de Jérusalem, bonsoir de Tel Aviv. Nous nous rencontrons ce soir, nous avons le plaisir d'avoir un invité. Alors, je ne sais pas si Yasmine l'a dit à l'occasion de la journée de la femme en Israël qui a lieu la semaine prochaine, lundi. En tout cas, je vois qu'on a un public qui est masculin que féminin, et c'est tant mieux. Voilà, dans le cadre de nos rencontres, Israël s'invite chez vous ce soir. Nous avons le plaisir de recevoir le designer israélien, j'allais dire franco-israélien, qui va nous raconter dans quelques instants un petit peu son parcours et son alia. Le designer franco-israélien, disais-je, Dylan Pariente. Il va vous expliquer aussi un petit peu son parcours. C'est une personne aujourd'hui qui commence à être connue, quand je dis qu'il commence, qui est déjà très connue sur la place de la mode en Israël. Je crois que c'est tout un honneur pour nous. Dans le cadre de nos présentations, comme vous savez, nous vous présentons des lieux, des moments d'histoire, des personnages, des personnalités, des olives. Je crois que la personnalité de Dylan Pariente rentre parfaitement dans le cadre des activités de l'Organisation sioniste mondiale. Et je remercie Yasmine, évidemment, qui, de semaine en semaine, arrive à nous procurer, à nous proposer des défis très intéressants et très variés. Je remercie Naftali Lévy du département des activités sionistes d'être notre associé dans cette présentation. Malheureusement, les aéroports sont encore un petit peu fermés, mais je crois qu'on peut raisonnablement espérer que d'ici cet été, vous pourrez arriver en Israël pour assister à des grandes fêtes de famille, pourquoi pas des mariages, et ce n'est pas pour rien que je dis des mariages, parce que c'est une des spécialités de notre styliste, de notre designer. Voilà, que donc, comme vous savez, la présentation se fera donc avec vos micros fermés. Vous pourrez ensuite, tout au long de la présentation, nous poser vos questions, vos remarques, vos suggestions. Et voilà, c'est avec impatience que je passe la parole à Dylan. Et je remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite à vous tous une bonne soirée. Toda Rabba. Parfait. Bonsoir à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Parfait. Ben, super, c'est top. Déjà, merci beaucoup de me recevoir. C'est un honneur aussi de pouvoir partager mon parcours et mon expérience avec vous tous ce soir. Comme vous l'avez dit juste avant, je m'appelle Dylan Parianti. J'ai bientôt 27 ans et j'ai fait mon alia en 2005, alors que j'avais 11 ans. Donc, je suis partie habiter en Israël, bien entendu, parce que ma famille a décidé de déménager en Israël. Pour moi, l'alias, ça a été quelque chose d'assez facile, entre parenthèses, et de ce que je me souviens, ça s'est fait en fait, tout s'est fait assez naturellement. Je pense déjà l'âge a dû beaucoup contribuer à cette facilité, mais aussi le fait que quand on est parti habiter en Israël, avec ma famille, c'était comme une sorte d'évidence parce qu'on était les derniers de notre famille à partir aussi. Quelques années auparavant, les frères et sœurs de mes parents avaient déjà fait l'ALIA et donc j'ai tout simplement rejoint mes cousins, mes tantes, mes oncles, mes grands-parents en Israël alors que j'avais 11 ans. Euh, donc pour moi, l'intégration s'est fait de manière assez fluide. Je me souviens je suis rentré immédiatement à l'école, j'étais encore en primaire. J'ai fait toute ma scolarité en hébreu, en Israël. Ça s'est super bien passé. J'ai passé mon bac aussi en hébreu. Jusque-là, tout s'est très, très bien passé et tout s'est fait très naturellement. J'ai appris la langue aussi très, très, très rapidement. Je pense aussi que c'est l'âge assez jeune qui m'a permis voilà,
d'avoir ces facilités-là, et je sais que ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Pour ce qui est de mon parcours, pour ce qui est de mon métier, ça, c'est encore une toute autre histoire. Je suis passionné de mode depuis tout petit, depuis que je me rappelle de moi-même en train de dessiner déjà à l'âge de 6 ans des silhouettes de mode. Ou au fur et à mesure des années, pareil, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours baigné dans ça, tout seul, parce que ni ma mère ni mon père ne travaillent dans la mode. Mon père est garagiste, ma mère était principalement femme au foyer qui s'occupait de moi et mes frères et sœurs. Mais malgré tout, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours guidée comme un instinct et que je ne saurais même pas expliquer. Et ça s'est fait vraiment très naturellement depuis tout petit, depuis que je me souviens de moi. C'était la mode, c'était des dessins, c'était des croquis. Donc voilà, de mon côté, cette passion, je l'ai mis un petit peu de côté au début de mon alia. Quand j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, je me suis un petit peu éloigné, alors que plus petit, j'étais vraiment à fond dans cette passion et je savais que je voulais en faire mon métier. Et en arrivant en Israël, je ne sais pas si peut-être je me suis senti un petit peu découragé au départ ou si c'est parce que tout simplement c'est un âge comme ça, on va dire de l'âge de la bar mitzvah, de l'adolescence, où ça m'a moins intéressé. J'avais mis ça un petit peu de côté. Et c'est pas plus mal parce que ça m'a permis de me concentrer sur d'autres centres d'intérêt comme l'informatique. J'ai passé un bac informatique avec donc 10 éridot, comme on dit en Israël, c'est une sorte de coefficient en informatique et vraiment spécialisé dans tout ce qui est création de logiciels, création de sites internet, vraiment rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, la mode, c'est revenu pour moi à l'âge de 16 ans, donc pendant que je passais mon bac justement. À l'âge de 16 ans, en fait, j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui ma femme. Elle faisait son alia justement en Israël à ce moment-là. Donc, on s'est rencontrés. Elle venait en vacances donc, de Paris. On s'est rencontrés et on est devenus tout de suite très bons amis. Et, elle était passionnée de mode aussi. Et on a tout de suite eu cette sorte de connexion. Et elle m'a tout de suite remis dans le bain de cette passion qui était un petit peu, on va dire, enfuie en moi. Et on s'est un petit peu, on va dire, portés tous les deux dans cette carrière. On était très, très jeunes et on s'est dit que si on voulait y arriver, ben, il fallait pousser toutes les portes qu'on allait pouvoir pousser pour atteindre nos objectifs, sachant qu'on était tous les deux en Israël, qui n'est pas un pays reconnu pour ses exploits dans la mode. Et pour autant, on s'est dit que voilà, si on voulait, on pourrait le faire. Et donc, à l'âge de 16 ans, on a tous les deux ouvert un blog de mode. Quand je vous parle de ça, on devait être en 2011. Et on va dire que Instagram n'était pas encore bien implanté dans le monde d'Internet, ni même les réseaux sociaux. Et donc, on était vraiment des novateurs dans ce domaine, le domaine des réseaux sociaux, le domaine de l'influence, comme on l'appelle aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui nous a tous les deux un petit peu fait mettre un pied dans cette industrie, dans l'industrie de la mode. On écrivait des articles sur nos blogs respectifs de mode, de nos passions. De ce qui nous plaisait dans la mode, dans les défilés, ce qui se passe un petit peu dans le monde, à Paris, en Italie, peu importe. Et donc, c'est comme ça aussi qu'a continué à se renforcer cette passion en nous, aussi bien chez elle que chez moi. Moi, j'ai toujours su que j'étais passionnée par la création de vêtements et elle, plus par la création de contenu, la création donc, qu'on appelle aujourd'hui marketing. Et donc, voilà, on a évolué un petit peu dans ce domaine-là. Le fait d'avoir des blogs de mode, en plus en tant que Français en Israël, ça nous a permis de nous démarquer un petit peu. Et donc, automatiquement, c'est comme ça on a commencé à être invité à des défilés de mode. On était très jeunes, hein, on avait 16-17 ans. Hein. Et donc, on se déplaçait, on allait au défilé de mode à Tel Aviv. Il y avait une sorte de fashion week qui se développait aussi ici tous les ans.
Donc voilà, ça nous a permis de mettre un pied dans la mode, je pense, assez brièvement, de connaître des personnes qui travaillent dans ce domaine, des stylistes, des créateurs, des journalistes, des mannequins, voilà, des personnes qui travaillent dans ce domaine. Et donc, c'est comme ça qu'on a donc commencé. À partir de là, moi, j'ai fini mon bac il a fallu donc que je décide des études supérieures que j'allais commencer. Bien entendu, à côté de nos occupations de blogueur, entre parenthèses. Et c'est là que Shenkar, l'école Shenkar, qui se trouve donc à Ramat Gan, est apparue à moi à travers une connaissance de l'industrie de la mode qui m'a dit ah bah tu veux faire de la mode, tu veux faire du stylisme, alors à ce moment-là tu devrais t'inscrire à Shenkar. Donc je me suis inscrit pour passer les concours. C'est une école avec un concours où il y a plus de 1000 participations par an et 60 admis. Donc, je me disais que je n'avais pas vraiment de chance d'y arriver. Et malgré tout, j'ai dit, bon, ben, je tente ma chance. J'ai rien à perdre. Au pire, ben, ça passe pas. J'aurai un autre moyen de travailler dans ce domaine. Et donc, pendant plusieurs mois avant les examens, avant les concours, je me suis entraîné à redessiner, à me remettre un petit peu dans le domaine. Je me suis servi aussi de toutes les expériences que j'avais acquises dans le monde de l'influence pour remplir, entre parenthèses, mon portfolio. Et je me suis présenté donc au concours pour Shenkar. Donc, c'est un concours en 3 étapes. Et j'ai passé la première étape qui était de faire une sorte de présentation en croquis. Et ensuite, il y avait une sorte de seconde étape où on devait présenter un modèle cousu. Donc pareil, j'ai travaillé d'arrache-pied pour le présenter et je suis passé à la troisième étape donc de l'interview devant les jurys. Et donc j'ai été admis à Shenkar. J'avais 19 ans, donc j'étais le plus jeune de ma promo. Et donc voilà, j'ai commencé ce parcours de 4 ans. C'était 4 ans très, très intenses où j'ai énormément appris, tout en hébreu, bien entendu. Et c'était super passionnant. Ça m'a vraiment permis d'apprendre toutes les bases que je n'avais pas. Je savais dessiner, certes, mais je n'avais aucune base en couture, je n'avais aucune base en patronage ou même en concept, en inspiration sur la création d'une collection. Et ça m'a permis d'acquérir toutes ces qualités. À côté de ça, donc, j'ai toujours continué d'exercer mon blog et de continuer à me faire des contacts dans l'industrie de la mode. Et donc, je connaissais vraiment pas mal de personnes grâce à ça. Ma femme, elle, de son côté, continue à développer son business plus dans le marketing de la mode. Donc, elle a développé des shootings de mode pour devenir donc styliste et productrice. Et donc, créer du contenu pour des clients, des créateurs, de prêt-à-porter, comme de mariés, comme plein d'autres domaines. Je me souviens qu'en fin de première année, l'école à travers l'école, on m'a proposé un stage dans une maison israélienne de prêt-à-porter qui s'appelle Castro. C'est très connu, c'est un peu le Zara israélien, on va dire. Et j'ai eu l'audace de refuser le stage au directeur artistique parce que je n'étais pas intéressée par le prêt-à-porter et je voulais faire de la robe de mariée. Et en fait, un de mes objectifs, c'était à la fin de mes études d'aller travailler chez une créatrice de robes de mariée israélienne qui s'appelle Inbal Dror. J'étais passionnée par ses créations. C'est comme ça que j'ai tout simplement refusé ce stage. Le directeur artistique donc de chez Castro, qui m'appréciait beaucoup, m'a dit mais pourquoi? Et donc je lui ai dit que voilà, je voulais travailler dans la robe de mariée. Il m'a dit ah bon, chez qui? Je lui ai dit donc chez Inbal Dror. Il m'a dit ah ben je la connais. Je vais t'organiser un entretien d'embauche avec Inbal Dror. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier entretien d'embauche avec une personne que j'admirais énormément et que j'admire encore aujourd'hui d'ailleurs. Et pour moi, ça me paraissait comme étant un niveau que je n'allais pas atteindre en fin de première année. C'était pour moi bien plus loin dans mon parcours, dans mes études.
Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire un stage donc, chez Inbal Dror et qu'ensuite j'ai travaillé là-bas pendant mes 4 années d'études qui ont suivi. Et donc, je mêlais des journées HNK où je continuais donc à apprendre dans plein de domaines différents, sachant que la première année est assez générale sur ce qu'on va apprendre. On va apprendre la couture, le patronage, etc., le moulage. Et que ensuite, chaque année qui suit, c'est plus pour une spécialisation. Donc, ça peut être le prêt-à-pour-homme, ça peut être les robes de soirée, les robes de mariée, les sous-vêtements, les sacs, peu importe. Et donc, je continuais à apprendre pas mal de choses tout en travaillant chez Inbal Dror. Et donc, c'est comme ça que se sont passées toutes mes études jusqu'à la fin de la troisième année, où là, du coup, ben, en même temps donc, ma vie personnelle aussi évoluait. Et donc, je me suis marié à la fin de ma troisième année avec toujours Mégane qui m'accompagnait quand on avait 16 ans et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et au même moment, j'ai décroché un stage à Paris. En fait, je cherchais un petit peu de nouvelles horizons après toutes ces années chez Inbal Dror et je me disais que ça pourrait être cool de faire un stage à Paris dans la couture. Maintenant, donc, j'ai postulé à plusieurs endroits, dont un endroit qui était pour moi, pareil, un objectif que je n'avais pas prévu d'atteindre pendant mes études. C'est un stage dans une maison de couture que j'admirais aussi et que j'admire toujours énormément, qui s'appelle Jean-Baptista Valli. Donc, c'est une maison de couture parisienne dans le 8e arrondissement. Et l'ADN de cette marque correspond énormément à tout ce qui me plaît dans la mode. Et j'ai toujours dit que si un jour je devais terminer dans une maison de couture, ce serait du coup dans cette maison. Et donc, dans toutes les démarches de stage que j'ai fait à l'étranger pendant cette période, j'ai été retenue du coup pour faire un stage chez Jean-Baptista Valli. De toutes les demandes, c'est la seule demande qui a répondu. Et pourtant, c'était la plus grande maison de toute la liste. Et donc, j'ai dit, ben, on va déménager, on va rentrer à Paris. Pour moi, ça faisait 10 ans que j'habitais en Israël, que je m'étais énormément adapté à la vie ici. Je suis, on va dire, 90% israélien et 10% français, même si ça ne se voit pas comme ça à l'intérieur et dans mon tempérament. On va dire que j'ai acquis toutes les qualités d'un Israélien parfait. Et donc, pour moi, ça a été très spécial de retourner à Paris. Je ne pensais pas du tout. Je pensais que ça allait être très facile, la capitale de la mode. Ça y est, je suis bien avancée dans mes études, j'ai de l'expérience. Je vais développer ma carrière à Paris et je vais avancer. Pour moi, il n'y avait pas d'objectif de créer une marque. Il n'y avait pas d'objectif d'avoir ma propre marque. Il y avait comme objectif de travailler dans une maison de couture parisienne et d'y rester le plus longtemps possible, d'y avancer le plus longtemps possible, d'évoluer dans une maison parisienne le plus longtemps possible et de me faire ma place. Donc, on s'est justement mariés au mois d'août à Tel Aviv et ensuite, on a fait nos valises avec Mégane et on est parti à Paris. Donc, pour elle aussi, ça a été un vrai chamboulement, elle qui développait sa société pardon, de création de contenu, de création de shooting, de production en Israël. Elle a dû tout relocaliser à Paris. Elle fait un métier où on voyage énormément, vu que beaucoup des shootings qu'elle organise ont lieu à l'étranger. Son métier, c'est vraiment d'organiser une prod de A à Z, donc du choix du photographe, du coiffeur, du maquilleur, des mannequins, du lieu du shooting, du concept, à la logistique, des billets d'avion et toute la prod, hein, une vraie productrice. Donc elle voyage énormément et donc elle a dû réadapter toute cette activité de Paris, tout en gérant des équipes 100% israéliennes, ce qui veut dire que tous les photographes avec qui on travaille, tous les coiffeurs, les maquilleurs, principalement même tous les mannequins avec qui on travaille sont israéliens. On a toujours voulu donner du travail aux Israéliens et donc on a toujours travaillé avec des Israéliens qui, malgré ce qu'on pourrait croire, ont un niveau incroyable dans tout ce qui est beauty, maquillage, coiffure et tout le reste.
Et donc, on est parti à Paris. J'ai commencé mon stage chez Jean-Baptiste Avalli, un stage qui s'est relativement très bien passé, où j'ai énormément appris. Ce serait mentir de dire le contraire. Ça m'a permis d'apprendre le savoir-faire de la haute couture parisienne, vraiment, le vrai. Même si j'avais appris la robe de mariée chez Inbal Dror, là, ça m'a vraiment permis d'apprendre tellement plus de choses qui montrent aujourd'hui le vrai savoir-faire à la française, qu'on aime tous et qu'on admire tous. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se ressent également énormément dans ce que je fais. Et donc, au fur et à mesure de ce stage, j'ai créé énormément de créations. J'étais aussi bien sur la partie design que sur la partie conception. Je partage en passage quelques photos. Je vais voir si j'y arrive. Et donc dans l'idée, voilà, ça c'est des photos de mon stage, période de stage chez Jean-Baptiste Avalli. Pendant ce stage, on m'a demandé donc de réaliser un modèle qui devait potentiellement clôturer le défilé et qui a eu par la suite énormément de succès. C'était une robe tout en tulle. Et le jour également où j'ai créé cette robe, j'ai compris en fait que je voulais pas rester ni à Paris et ni chez Jean-Baptiste Avalli, pas parce que ça se passait mal, mais juste parce que j'avais eu beaucoup de mal à concevoir que quelque chose que j'avais sorti de mon cœur, de mon ventre, que j'avais réalisé pendant des mois, des semaines, allait être applaudi sur le nom du directeur artistique de la maison. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à son honneur. Et en fait, ça m'a juste permis d'ouvrir les yeux que je voulais avoir ma propre marque, que je voulais être reconnu pour ce que je faisais, pour ce qui m'inspirait depuis toutes ces années, pour le rêve que je voulais transmettre et pour toutes les idées que j'avais derrière la tête. Et donc c'est à ce moment-là où moi, je m'épanouissais dans cette marque, où aussi j'ai compris voilà, qu'il fallait que je parte. En plus de ça, on va dire que je commençais à avoir le manque du pays. Et j'aurais jamais pensé. Israël me manquait énormément. Je pense que aussi le temps, le climat, ça a énormément joué pour moi, qui n'avais presque plus l'habitude de passer un hiver neigeux et gris. Et j'ai très vite compris que j'allais devoir rentrer à la maison, rentrer en Israël. Et c'est chose que j'ai fait. Donc, quelques semaines après, j'ai annoncé à toute la famille qu'on allait revenir. On est reparti du coup à Tel Aviv et j'ai décidé donc de m'y installer. Alors que de base, quand j'avais fait l'alliage, j'habitais à Ashdod. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé au début, toute ma famille habitait à Ashdod. Et même pendant toutes mes études, j'ai fait principalement des retours en train tous les matins pour faire Shenkar, Tel Aviv, Ashdod tous les soirs. Et donc là, quand je suis retournée en Israël, j'ai décidé de m'installer avec ma femme à Tel Aviv. Et donc elle, je l'ai j'ai rechamboulé dans l'autre sens du coup pour revenir s'installer et réinstaller tout son travail à Tel Aviv. Et j'ai très rapidement cherché un showroom pour développer mon activité, créer ma marque, créer ma collection et commencer à travailler dans la robe de mariée. C'est ce qui me passionnait et ce qui m'a toujours passionné depuis toujours. C'est pour moi ce qui se rapproche le plus de la haute couture, des grosses robes, du travail à la main, des perlages, des broderies. Et donc j'ai trouvé un petit showroom à Tel Aviv. Je me rappelle encore, justement, tout à l'heure, je cherchais quelques photos du jour où je suis tombée sur ce petit showroom. Ça me paraissait énorme à ce moment-là, ce 60 mètres carrés à Yafo, devant la mer. Même pas 60 mètres carrés, peut-être je dois avoir 30 mètres carrés en bas et 30 mètres carrés à l'étage que j'ai transformé par la suite en atelier. Et donc j'ai pris cet endroit et j'ai commencé donc à faire tous mes travaux et à tout préparer pour en faire ma boutique. J'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui cet endroit soit beaucoup trop petit pour l'activité que je fais. J'étais sûre que j'avais choisi un endroit qui allait être suffisant pour développer tout ce que je souhaitais développer. Et j'ai commencé à travailler
sur ma première collection de robes de mariée qui s'appelle Secret by Dylan Parianti. En fait, cette collection, elle s'est développée avec aujourd'hui la personne qui est également mon associé à Paris. C'est une personne qui a un grand groupe de robes de mariée en France qui s'appelle The Sposa Group et qui, pour ceux qui connaissent, j'imagine la plupart connaissent sur ce Zoom, détient également la distribution en France de la marque Démétrios. Et donc, il m'a embauché en fait à Paris en tant que directeur artistique dans son groupe et en même temps m'a aidé à développer ma première collection. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu mettre un pied dans la création pour moi-même et plus pour quelqu'un d'autre. Au fur et à mesure, j'ai commencé donc à recevoir ici des clientes à mon atelier, donc à Tel Aviv, et à réaliser des robes pour des mariées principalement franco-israéliennes, on va dire, dans un premier temps. C'était pour moi vraiment déjà énorme de pouvoir avoir ma marque, de pouvoir avoir ma boutique, de pouvoir travailler en Israël et de pouvoir recevoir des mariées franco-israéliennes, des mariées israéliennes, et donc de développer cette toute nouvelle direction dans ma carrière. Et donc, à côté de ça, bien entendu, j'ai eu la chance d'être super bien entourée. Ma femme, qui travaille donc dans le marketing, m'a permis d'avoir une très très belle image sur les réseaux sociaux très rapidement et donc m'a créé du très très beau contenu, des très très belles productions, des très très beaux shootings. Pour notre premier shooting, elle a organisé une très jolie production en Italie, à Positano. Et donc, c'est là-bas qu'on a shooté. Alors, ça n'a pas montré la bonne photo. C'est là-bas qu'on a shooté le premier shooting donc de la marque. Et les photos ont eu également beaucoup de succès. Donc, on est parti à Positano. Elle a fait venir donc, le photographe, le coiffeur, le maquilleur, toute l'équipe, la mannequin. Et donc, c'est là qu'on a shooté les premières photos de mes robes. Et c'est les premières photos qui sont sorties sur les réseaux sociaux. C'est les premières fois où d'ailleurs, on a découvert ma marque aussi bien en Israël, aussi bien sur Internet. Et c'est comme ça que les choses se sont développées. À partir de là, on m'a très vite proposé de participer à un défilé qui réunissait tous les créateurs israéliens. C'était pour moi aussi énorme parce que voilà, j'étais tout nouveau, j'avais même pas 4 mois. J'avais ouvert ma boutique à peine il y a 4 mois auparavant. Et donc, j'ai participé à ce fameux défilé. Et pareil, ça a permis d'annoncer que donc on avait une nouvelle marque et qu'on existait. J'avais fait une robe pareille pour ce défilé, spécialement pour le défilé, vu qu'en fait, il y avait tous les créateurs israéliens qui défilaient et qui pouvaient faire défiler une seule robe. Et donc, j'ai décidé de présenter une robe qui représentait un petit peu tout ce que j'avais appris en France, tout le savoir-faire que j'avais appris en France, une grosse robe en tulle plissé, qui est par la suite devenue aussi ma signature en Israël et dans le reste du monde d'ailleurs. Dans la robe de mariée. Donc, c'est une robe qui est court devant, longue derrière, en tulle plissé. Et donc, j'étais le créateur, on va dire, le plus nouveau dans toute cette liste de créateurs qui participaient. Et quand ils ont vu le modèle que j'avais l'intention de présenter, ils ont carrément décidé de faire clôturer le défilé à ma mannequin. Et en général, c'est un très grand honneur de clôturer un défilé de mode. Ça veut dire que c'est la pièce la plus impressionnante et la plus grandiose qui défile en général en dernier. Et ça a été, bien entendu, retransmis sur tous les médias israéliens. Et ça m'a permis, pareil, de continuer dans mon ascension et dans l'ascension de ma marque. À partir de là, donc, je continuais à faire ce que je faisais, de recevoir des mariés en Israël. Et j'étais déjà hyper satisfait de tout ça. Et je commençais à penser un petit peu à m'exporter un petit peu à l'international. Je commençais à ressentir des envies d'international, mais j'avais aucune notion de comment m'y prendre. Encore une fois, j'adore l'entrepreneuriat,
mais je suis principalement un créateur de mode. J'aime la mode, j'ai plein d'idées en tête. Après, pour tout ce qui est de la gestion, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure et que j'apprends encore aujourd'hui. Et je découvre tous les jours des nouvelles choses. Et donc, j'ai eu la chance, pareil, d'être bien entourée. Cette fois-ci, c'est la tante de ma femme qui habite à New York et qui a travaillé pendant des années dans l'événementiel et dans tout ce qui était voilà, toute la partie événementielle et qui m'a dit que voilà, elle voulait un petit peu aussi se réorienter dans sa carrière dans la robe de mariée et qui m'a proposé de reprendre un petit peu toutes les rênes de la marque et de lui donner une belle image d'un point de vue présentation internationale. Donc, vu qu'elle habite à New York, elle m'a traduit toutes mes biographies. Elle a eu l'idée de donner des noms à mes robes, des références, de penser à la distribution, vu que je faisais que du détail, voilà, de penser au développement industriel international, un vrai développement global. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur la partie internationale. Et à côté de ça, je dis, OK, bon, c'est bien, on veut développer à l'international, on peut démarcher, on peut contacter des boutiques, on peut faire plein de choses, mais la marque est connue, commence à se faire connaître en Israël, comment se faire connaître aussi maintenant en France, sachant que je suis quand même franco-israélien. Et je suis sûr que vu que les mariées françaises aiment ce que je fais ici en Israël, les mariées françaises qui habitent en Israël, il faudrait aussi trouver un moyen de mettre un pied en France. Et c'est tombé pendant l'année de l'Eurovision en Israël. On était là en pleine année d'Eurovision en Israël. Et donc, quand j'ai vu voilà, que la France allait donc, se déplacer en Israël pour l'Eurovision et qu'il allait avoir un représentant de la France en Israël pour l'Eurovision et pas n'importe lequel, il s'agissait d'une personnalité, on va dire, qui n'allait pas passer inaperçue, en l'occurrence Bilal Hassani. J'ai tout de suite pensé dans ma tête que ça pourrait être une réelle opportunité, une réelle idée de pouvoir l'habiller tout en balançant ça sans même connaître ni son producteur, ni son manager, ni personne. J'ai balancé à la table un vendredi soir, ça pourrait être intéressant d'habiller le représentant de la France à l'Eurovision en Israël et ça permettrait de se faire connaître. Et donc à ce moment-là, c'était juste une idée comme ça, c'est passé. Et lui, Bilal Hassani, donc, est venu en Israël pour tourner les pré-vidéos qui allaient être ensuite diffusées le soir de l'Eurovision. On était en février, donc, et l'Eurovision avait lieu en mai. Et donc, pareil, j'en reparle quelques semaines après. Je dis, c'est incroyable, je vous parlais du représentant de la France à l'Eurovision. Il est en ce moment à Tel Aviv et tout ça. Je vous ai dit, ce serait impressionnant de l'habiller. Ça permettrait de faire un vrai coup de pub. Voilà. Je balance ça, encore une fois, de manière très innocente, sans même me dire que c'est quelque chose qui peut arriver, comme je balance tous les jours aussi ce serait cool d'habiller Beyoncé, ce serait cool d'habiller Céline Dion. Et ben c'est pareil, dans ma journée, j'ai balancé ce serait cool d'habiller Bilal Hassani, tout bêtement. Et donc, le lendemain, si je ne me trompe pas, ma belle-mère prend l'avion pour partir travailler à Paris, donc la mère de ma femme. Et donc, elle m'appelle au téléphone, elle me dit, écoute, tu devineras jamais qui se trouve dans le même avion que moi. Elle me dit, il y a Bilal Hassani, le représentant de la France à l'Eurovision, on en parlait vraiment il y a quelques jours. Alors, je lui dis, incroyable, va lui parler, va lui dire que ton gendre travaille dans la couture à Tel Aviv et que donc il serait intéressé de t'habiller à l'Eurovision. Voilà, donc là c'est une photo de ma belle-mère à l'aéroport avec Bilal Hassani. Je crois que si elle voit que je partage cette photo, elle risque de me tuer, mais c'est pas grave. Et donc elle lui a dit, et lui il a pris mon numéro de téléphone et il a dit très bien, je vais donner le numéro de téléphone à ma mère qui est sa manager et elle va le contacter.
Et donc, à peine atterri à Paris, je reçois un appel de la maman de Bilal Hassani qui me dit intéressant, on a croisé ta belle-mère, elle m'a dit que tu étais créateur, explique-moi un petit peu. Je lui ai envoyé mon portfolio, tout bêtement pareil, mon portfolio, et j'ai dit bon, ben, ça le fait, ça le fait, ça le fait pas, ça le fait pas. Et elle m'a dit écoute, dis-moi quand est-ce qu'on peut se rencontrer. Quelques jours après, j'avais l'intention de partir à Paris pour rencontrer des mariées un petit peu parisiennes que j'avais sur place. Et je lui dis ben voilà, je serai à Paris dans quelques jours. Et donc, j'ai préparé un vrai dossier. Elle m'a dit ben, on se rencontre et tu nous montreras les idées que tu as. Et donc, pendant quelques jours, j'ai fait des dessins avant de partir en France. J'ai fait une vingtaine, trentaine de dessins, d'idées de tenues pour Bilal Hassani, pour l'Eurovision. Et donc, j'ai préparé un vrai dossier et ensuite, je suis partie au rendez-vous et j'ai présenté donc mon dossier à Bilal Hassani. Donc, de là, il a tout de suite beaucoup aimé et il m'a dit ben écoute, ok, on te tient au courant si tu es sélectionné ou pas. Il y avait en liste 2 autres créateurs, Jean-Paul Gaultier, qui fait tous les ans l'Eurovision, et Olivier Roustin, qui travaille chez Balmain, la marque Balmain à Paris. Donc, moi, je rentre à Tel Aviv, je reprends mon petit cours de ma vie, et je reçois un appel quelques jours après qui me dit « Ok, tu as été sélectionné pour faire les tenues de Bilal Hassani à l'Eurovision, à une condition, c'est que tu sois d'accord de travailler en collaboration avec Swarovski, qui est notre partenaire. » Donc, pour moi, c'était pas un honneur. J'ai dit tout de suite, il n'y a pas de problème. J'ai accepté, bien entendu. Et donc, j'ai commencé à travailler sur les tenues de Bilal Hassani pour l'Eurovision. Donc, je pense qu'on a, si je me souviens bien, travaillé sur les tenues pendant plus de, de février à mai. Ça nous a mis 3 mois à réaliser tout le perlage, toute la broderie, toutes les tenues, toutes les structures. Et tout ça, je me disais que j'avais pas du tout idée de l'impact que ça allait avoir sur la suite de l'évolution de la marque. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ça. Donc, Bilal Hassani est ensuite venu en Israël. Nous avons fait les essayages. Donc, je les ai suivis pendant toute la semaine de l'Eurovision à Tel Aviv. Et ça a été bien entendu couvert par tous les médias en France. On ne parlait que de ça dans toutes les émissions, sur France 2, sur TF1, dans les JT, aussi en Israël. Le fait que ce soit un créateur israélien qui habille, franco-israélien qui habille le représentant français à l'Eurovision, ça a fait aussi énormément parler. Et je me souviens que le lendemain du concours de l'Eurovision, j'ai reçu des appels de mariés qui me disaient bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous à votre showroom. Alors moi, je dis tout bêtement oui, bon, ben, le showroom, c'est rue Raziel 2 à Tel Aviv. Il me dit non, non, à Paris. Et un appel, et 2 appels, 3 appels. Et donc, j'ai dit oula. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à créer certains engouements. Je ne m'attendais pas que le lendemain, les mariées françaises s'acharnent sur moi et me demandent tout de suite de venir voir mes robes. Je n'avais pas conscience de la couverture médiatique que cela allait avoir. Et donc, je me suis retrouvée un petit peu dépassée par les événements. À ce moment-là, donc, j'ai tout de suite discuté avec les personnes qui travaillent avec moi. En l'occurrence, il y a mon père qui est mon associé sur la marque à Tel Aviv, qui est entré en associé pour m'aider parce que j'avais besoin d'une aide dans la gestion, vu que je me concentrais principalement sur la partie créative et que j'avais de moins en moins de temps de me concentrer sur la partie de la gestion. Donc, mon père est rentré sur toute la partie vraiment gestion et en tant qu'associé. Et j'ai également embauché mon frère, qui, lui, est le directeur financier et s'occupe aujourd'hui aussi de toute la logistique. Donc, la première chose qu'on a eu en tête, c'est d'organiser un événement à Paris pour rencontrer toutes les mariées parisiennes, donc de louer un lieu, un appartement haussmannien, dans un beau quartier, de
de faire venir toutes les robes de Tel Aviv à Paris et de rencontrer toutes les mariées de manière très artisanale. Pareil, je n'avais pas idée de ce qui allait m'attendre. Et donc, on a préparé notre petit événement, on a contacté les mariées parisiennes, on les a placées sur notre planning. Et voilà, entre-temps, je préparais cet événement. Bilal Hassani me recontacte, me dit qu'il aimerait faire d'autres projets avec moi, en l'occurrence un concert à l'Olympia et les Energy Music Awards. Donc, je repars à Paris, je lui fais ses tenues pour l'Olympia, pour l'Energy Music Awards. Ça recrée, pareil, un très gros engouement médiatique. Des influenceurs Instagram, pareil, commencent à me contacter pour travailler avec moi. Ça permet également à la marque de grandir énormément. Et donc, le pop-up, l'événement, on va dire, que j'avais prévu sur Paris sur 3 jours, avec un rendez-vous par heure pour profiter de chacune de mes mariées et de comprendre les robes qu'elles souhaitaient réaliser, devient 2 rendez-vous par heure, puis 3 rendez-vous par heure. Et donc, je commence à comprendre que j'allais être vraiment embêtée si je ne m'organise pas un petit peu mieux. En parallèle, donc là, on est au mois d'août. TF1 contacte ma femme pour dire qu'il souhaite tourner un reportage pour l'émission 50 minutes Inside sur Tel Aviv. Donc, bien entendu, moi, je dis, ça va, si ça parle d'une bonne image d'Israël, bien entendu que j'accepte immédiatement et que je vais faire ce reportage. Je me rappelle, ce jour-là, je rentrais d'un vol malade et je suis partie immédiatement à Mitzveh Ramon pour tourner les belles images du reportage qui a été diffusé ensuite sur 50 minutes Inside et qui parlait donc de Tel Aviv, d'Israël, du côté touristique du pays, du côté libre du pays, du côté... Je pense que c'est un des reportages où on affichait une des plus belles images d'Israël jusqu'à aujourd'hui et c'était vraiment un reportage incroyable. Donc, on a fait ce reportage et je me souviens que quand il a été diffusé, on était donc à 2 semaines du fameux événement que j'organisais à Paris, que je préparais. Et donc, je vous mets des images d'ailleurs du tournage du reportage pour 50 minutes Inside. Donc ça, c'était à Mitzveh Ramon. On voit aussi ma femme, on voit toute l'équipe du tournage. On voit donc les photos ensuite qui ont été diffusées. C'était un très, 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 très beau reportage. Et donc, je me souviens que pareil, on est passé à ce moment-là de 3 rendez-vous par heure à 5, 6 ou 7 rendez-vous par heure pour l'événement que j'organisais à Paris. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner pour des mariées françaises, principalement Fudge, qui voulaient me rencontrer à Paris pour faire leur robe de mariée. Et donc, le pop-up est arrivé et il a eu un très, très gros succès. D'ailleurs, en même temps que je suis partie à Paris pour l'événement que j'ai organisé pour mes mariés, il y a eu les Energy Music Awards. Je continue à travailler avec Bilal Hassani pour les Energy Music Awards. Ça m'a permis de connaître énormément de monde dans l'industrie de la musique en France. Des artistes comme Slimane, qui m'a recontacté l'année suivante, et plein d'autres artistes francophones. Et donc, la marque s'est développée à Paris. J'ai eu énormément de commandes en France pour des robes de mariée. Et il a fallu donc trouver aussi une solution pour servir ces mariées françaises, sachant que moi, mon atelier est à l'étage, que toutes mes robes sont cousues ici à Tel Aviv et qu'il allait falloir de vous livrer les mariés en France et faire leurs essayages. Alors moi, au début, j'annonçais que j'allais me déplacer tous les mois à Paris pour faire les essayages de mes mariés en France, tout contente d'avoir ce développement en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle, la marque continue à se développer à l'international avec Mélanie, donc, qui gérait cette partie de manière autonome, le développement en Australie, le développement à Singapour, le développement en Italie. Et donc, nous, on a commencé à vraiment faire de la distribution dans des boutiques multimarques qui vendaient la marque. Et moi, je continue à gérer les 2 pôles entre Tel Aviv et Paris. Et ensuite est arrivé le Covid qui nous a tous abattus et qui est entré en mars dans nos vies, sachant que moi, j'étais en train de préparer peut-être la plus belle saison qui allait m'arriver, sachant que j'avais une centaine de mariages entre la France et Israël en production, et que d'un coup, tout s'est arrêté net. Donc
Donc, je me retrouve dans l'incapacité de voyager, dans l'incapacité de servir mes mariés à Paris, dans l'incertitude de connaître les dates des mariages. Euh... C'était pas évident, mais je me suis pas découragée. Je sais pas pourquoi. Toutes les personnes autour de moi m'ont dit écoute, ne t'inquiète pas, ça va passer. Au début, j'ai dit bon, au mois d'août, ça ira. Puis après, j'ai dit bon, au mois de septembre, ça ira. Au mois d'octobre, ça ira. Et puis en fait, je me suis laissée un petit peu porter par les événements. Et j'ai décidé en fait de préserver mon image au maximum aux yeux de mes mariés et de ne pas les décevoir. En fait, c'est devenu une sorte de priorité pour moi, une sorte de raison de vivre. Je me réveillais le matin en me disant OK, on va trouver une solution pour cette mariée. OK, on va trouver une solution pour cette mariée. OK, on va se battre pour cette mariée. Ah, elle a avancé son mariage, c'est dans 2 semaines, c'est plus dans 6 mois. On va tout arrêter, on va faire d'abord sa robe à elle. Ah, le mariage a lieu en France, elle ne peut pas venir en Israël. OK, on va lui envoyer la robe en DHL. Je vais lui trouver une retoucheuse à Paris. On va faire le nécessaire ensuite en Zoom. Je faisais des essayages en Zoom. Je faisais des essayages en WhatsApp vidéo. Je faisais tout ce que je pouvais, en fait. J'ai dit, bon, ben, je redouble d'originalité et je cherche des solutions aux problèmes. Au lieu de m'apitoyer sur les problèmes qu'il pouvait avoir, j'ai dit, OK, il y a un problème, il y a une solution. Problème, solution, problème, solution. Et je pense que j'ai fait ça pendant presque un an. On est en mars. Un an de problème, solution, problème, solution, problème, solution. Et en fait, sans m'en rendre compte, à travers cette technique que j'ai abordée, j'ai fait une saison. Il y a eu une saison de mariage, il y a eu une saison de mariée à Paris et les gens ont pu se marier dans mes robes. Et je pense que ça a été ma meilleure pub. Ça a été ma meilleure pub parce que toutes les mariées ont pu porter leur robe Dylan, en ont parlé. Et quand j'ai décidé un an plus tard de réannoncer un événement sur Paris, là, pareil, c'était la folie. Il y a eu un nombre d'inscrits incroyable. Il y a eu un nombre de commandes, pareil, incroyable. Alors aujourd'hui, c'est totalement différent. J'ai appris du Covid. J'ai une équipe sur Paris. J'ai une directrice de showroom qui gère toutes les mariées parisiennes. J'ai 2 retoucheuses sur Paris qui s'occupent de faire les retouches de toutes mes mariées. J'ai une personne qui s'occupe de gérer l'agenda parisien. J'ai ma mère aussi qui est venue travailler avec moi, qui gère mon planning à Tel Aviv. J'ai toujours ma femme à mes côtés qui gère magnifiquement bien mes réseaux sociaux. Je pense que c'est un petit peu une affaire de famille, en fait. Avec les années, je m'en rends compte. Le fait d'avoir fait rentrer ma famille avec moi à mes côtés, je pense que c'était aussi, c'est un peu le secret de la réussite de cette marque. Et le fait aussi de se dire que quand on veut, on peut. Et qu'un événement en enchaîne un autre. En général, une opportunité ouvre des portes à une autre opportunité. Il faut saisir ces opportunités et les occasions qui se présentent. Même si des fois, on se pose des questions, est-ce que ça va valoir le coup d'un point de vue financier? Est-ce que ça va valoir le coup d'un point de vue succès du projet? Se dire, voilà, on tente le coup, on tente sa chance. Cette année, on m'a recontacté. Donc voilà, j'ai fait Bilal Hassani. Bon, j'aurais pu me dire, c'est pas l'artiste, c'est pas Beyoncé, c'est pas Céline Dion. Ça le sera peut-être un jour, mais ça m'a permis de connaître des artistes français. Cette année, c'est Vita qui m'a contacté pour faire les Energy Music Awards. Donc, je suis reparti à Paris. J'ai retravaillé sur le plateau des Energy Music Awards. C'était encore une très, très belle expérience. Et puis après aussi, il y a d'autres opportunités qui m'ont permis d'avoir des envies de me développer sur d'autres choses, comme le prêt-à-porter, que je travaille. Voilà, en ce moment, je travaille aussi sur du prêt-à. J'ai la marque Jennifer qui m'a contacté pour développer une ligne de prêt-à pour les ados en collaboration avec la marque. Et on l'a fait pareil en fin d'année, au mois de décembre, et ça a eu un très, très beau succès aussi. Et ça m'a donné aujourd'hui envie, et c'est un des projets sur lesquels je travaille, du prêt-à pour hommes, du prêt-à pour femmes, à côté de ma marque de robes de mariée, à côté des robes de soirée qu'on fait. Donc voilà, c'est un petit peu mon histoire, pour résumer. C'est une très belle histoire, une histoire juive, une histoire israélienne, une histoire franco-israélienne, j'allais dire. D'abord, je crois que c'est important, Yasmine, si on peut mettre les coordonnées de Dylan, parce que je pense que maintenant qu'il est dans le prêt-à-porter et dans les robes de mariée. Je vais vous écrire l'adresse email. Ouais. Est-ce que tu peux écrire sur le chat, Dylan? Bien et sûr. qu'on arrive à la belle saison où le soleil va commencer à arriver, j'espère, un peu partout, et les vols vont reprendre Exactement, on espère. à partir de dimanche. Donc, je crois que c'est une très belle opportunité.
Je vous laisse le temps d'écrire des questions si vous avez, bien que Dylan nous a donné vraiment une belle perspective. D'abord, pour nous, à l'OSM, c'est avant tout une belle histoire de réussite d'Alia, de toute sa famille, de tout son environnement, sa créativité. C'est aussi, je crois, comme Dylan l'a dit, pardon, ils se sont aujourd'hui avant tout israéliens. Je crois que le fait de cette volonté de réussir, cette volonté de ne pas baisser les bras, ça prouve à quel point il est dans le système israélien, qui est un système qui se bat, qui est créatif, qui s'adapte. Je crois que c'est ça notre force en Israël. Et ce n'est pas du tout pour comparer quoi que ce soit, c'est que la réalité israélienne, de par le monde un peu plus brut, un peu plus dur, un peu plus exigeant dans lequel on vit, on est obligé de réussir. Et je crois que Dylan l'a très vite assimilé. Je crois que c'est un des défis magnifiques. Moi, je m'occupe d'Aléa depuis quelques bonnes dizaines d'années. Je crois que c'est pour nous, pour eux, une voilà. Sa vie à Ashdod, avec des enfants intégrés dans le système scolaire israélien. Et la vie, les parents, les enfants qui ont aussi quelque part servi de tremplin. On le dit souvent en Israël, c'est le seul pays, c'est les enfants qui apprennent aux parents leur langue maternelle. Donc, c'est sûr, Dylan parle hébreu mieux que ses parents, d'un autre côté, mais d'un autre côté, il a aussi ses parents. Et voilà, je crois que ça peut un peu refléter une belle histoire israélienne, une belle histoire d'Alia et d'intégration. Et Dylan, il y avait une question. Est-ce que c'est toi qui as créé la robe de mariée de ton épouse? Alors, déjà, merci pour cette ce beau résumé final. Je tenais aussi pour terminer à dire par rapport à ça, vu qu'on parlait d'Alia, que je pense que voilà, malgré tout, aujourd'hui, la marque cartonne en France et je pourrais dire que je repars habiter en France et j'ouvre mon showroom à Paris, mais pour rien au monde, je bougerai d'ici, d'Israël. J'ai un cadre de vie ici qui est magnifique et que je ne retrouverai nulle part dans le monde. Et je pense que aussi c'est ce fait d'être rentré en Israël après ce stage à Paris qui m'a ouvert les portes de la réussite et j'y crois beaucoup. Parce que c'est vrai que voilà, d'une envie de développer ma carrière, je me suis dit que Paris, ça allait peut-être être l'opportunité de rêve. Et en fait, je me rends compte que c'était un peu une tristesse pour mes parents, pour les parents de ma femme, qui s'étaient battus pour nous faire venir ici en Israël et qui nous ont vu repartir alors qu'on venait tout juste de se marier. Et j'y crois beaucoup. Je pense que le fait d'être revenu ici, ça a énormément contribué. Et même si aujourd'hui, le marché de la marque, l'évolution de la marque pourrait se développer peu importe où dans le monde, hors Covid, on a la capacité de voyager aujourd'hui très facilement. On va dire vraiment hors Covid. Et donc, pour moi, quitte à avoir un pied-à-terre, je veux vraiment qu'il soit ici en Israël à la maison. Et aussi le fait que voilà, mon père, pendant 15 ans, a fait les allers-retours et a continué de travailler en France pour continuer à ramener la Parnassa et continuer à nous permettre à nous d'avoir le meilleur cadre, la meilleure vie qu'on puisse avoir ici en Israël et le fait de pouvoir aujourd'hui l'avoir à mes côtés sur le développement de la marque et ma mère aussi, du coup, mes frères, c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Et je trouve que voilà, c'est ça aussi l'Alia, c'est leur rendre à nos parents le sacrifice qu'ils ont fait pour nous et de venir comme ça, de changer de vie, de se sacrifier pendant 15 ans pour qu'on puisse avoir cette liberté, pour qu'on puisse avoir cette sécurité. Et c'est vrai que bon, j'ai raconté mon histoire, mais au-delà de ça, c'est ça la vraie histoire, c'est ça le point le plus important dans tout ça. Et pour moi, ça tient énormément à cœur. Alors, pour ce qui est de la robe de mariée de ma femme, à cette époque, je travaillais chez Inbaldror. Donc, elle avait fait en fait sa première robe chez Inbaldror et j'ai pas pu m'empêcher de lui créer 2 robes supplémentaires qu'elle a portées au cours de la soirée. Donc, elle avait une robe chez Inbaldror, mais je travaillais là-bas, donc c'est vraiment tout comme. Et ensuite, il y a eu les 2 autres robes que j'ai créées pour elle. D'accord. Bon, je vois que tu regardes les questions. Aujourd'hui, est-ce que la crise du Covid, tu l'as dit un petit peu, tu es obligé à élargir un petit peu quelque part ta ligne. Tu travailles aussi pour les jeunes filles, tu travailles pour les robes de soirée aussi, ou tu restes essentiellement dans les robes de mariée?
Alors moi, j'ai toujours fait à côté de la robe de soirée. Comme j'ai dit, je suis passionnée avant tout de la haute couture. Donc pour moi, soirée, mariée, tant que c'est des très 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 jolies robes, ça me passionne énormément. En revanche, le Covid, ça m'a permis de regarder un petit peu au-delà, plus pour ce qui est du prêt-à-porter. On travaille également sur une ligne de costumes pour hommes. On s'est dit, on sert la femme, pourquoi ne pas servir également l'homme? Et le prêt-à-porter, le online, c'est ce qui va marcher aussi beaucoup pendant cette période. Créer donc des vêtements qui vont être accessibles sur Internet. Donc, c'est aussi un des points. Après, voilà, la crise sanitaire, elle m'a surtout permis de sortir de ma zone de confort sur ce qui est de trouver des solutions aux problèmes et de trouver des réponses pour les mariés. C'était ça le plus gros challenge, on va dire. Ben, c'est magnifique. Je crois qu'on a reçu une leçon d'optimisme, une leçon de C'est bonheur, ça. parce que je crois que ce qui nous attend à tous et ce qu'on se souhaite, c'est d'avoir besoin de tes services pour des prochaines smartphones, pour tout le monde. Exactement, c'est un métier qui est entouré de joie. Et c'est aussi ce qui me tient vraiment à cœur dans ce que je fais, c'est que les personnes qui viennent ici viennent pour quelque chose de très joyeux. Et c'est un métier où je vois des mamans les larmes aux yeux, des joies transmises aux sœurs, aux cousines. Et c'est vraiment pour quelque chose de positif. Donc, c'est ça que j'aime énormément aussi dans ce métier. Au-delà de ma passion de la mode, c'est de transmettre du bonheur euh, aux futurs mariés. Voilà, je crois que vous l'avez parfaitement transmis, Dylan. Je suis très content, moi, d'avoir fait ta connaissance, en dehors De d'avoir vu même, plusieurs fois tes boutiques à Tel Aviv, où je passe très souvent. de même. Et j'espère qu'on pourra partager tes créations le plus possible. Je vous remercie à tous de votre présence. Je vous souhaite Shabbat Shalom. On se retrouve dimanche à 11 heures pour une visite virtuelle du musée de Jérusalem. Je vous invite à y participer. Israël s'invite chez vous, il continue à s'inviter chez vous. Et je crois que la visite que nous avons eue virtuelle avec Dylan aujourd'hui nous montre à quel point nous pouvons amener une dimension israélienne à la communauté, continuer à garder ce lien très fort qui nous unit. Merci beaucoup Exact. et Kol Tov. Bonne Merci, soirée. Hélène. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Bonne soirée. Bye bye. Merci, bye. Shabbat shalom.